Une nouvelle semaine mouvementée sur les marchés avec Google qui a complètement explosé, plus 13% sur la semaine, et Meta qui, eux, de leur côté, s'effondrent, moins 7%, alors qu'on pensait que c'était reparti pour l'entreprise, tout simplement parce qu'il y a eu les earnings, on a eu des grosses boîtes qui ont donné leurs résultats cette semaine. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va se concentrer bien évidemment sur Amazon, Microsoft, Meta et Google. On va parler de S&P Global parce que je couvre pas mal MSCI sur la chaîne. On avait couvert S&P Global. Donc on va parler on avait couvert MSCI, donc on va parler de S&P Global et on parlera éventuellement aussi de Mastercard et Visa qui ont donné des résultats pour le coup très très bons et également FICO. Donc on commence directement. On va aller voir ici sur Margin. On va commencer par les résultats d'Amazon qui me semblent être des résultats très intéressants sur certains points, mais il y a des éléments qui viennent contraster ça. Je pense que c'est ce qui explique pourquoi l'entreprise n'a pas vraiment explosé suite à l'annonce des résultats, parce que les résultats sont très solides, mais il y a des points auxquels il va falloir faire attention. Ok, on va voir ça ensemble. Donc, en gros, ce qui est, je pense, le plus important à noter de ces résultats, c'est la marge opérationnelle historique la plus élevée à 13,1%. C'est la première fois qu'ils sont aussi hauts. Donc c'est ça globalement qui est impressionnant parce que c'est en même temps qu'ils sont en train d'investir massivement leur CAPEX. Donc ça veut dire que leurs investissements portent leurs fruits parce que la croissance réaccélère, mais également que finalement ils investissent quand même assez bien parce que ils n'ont pas de baisse des marges, alors que ça aurait pu être facile d'avoir une baisse des marges sur tout ça. Donc c'est une bonne chose. On a la AWS qui grossit à 28%. C'est une réaccélération de cette croissance qui est exceptionnelle. On a le chiffre d'affaires qui fait plus 17%, plus 15% hors effet de change, qui ça aussi, on parle d'une boîte qui fait plus de 600 milliards par an, qui continue à arriver à grossir à plus de 10%. Déjà c'est bien. Et là, ils nous sortent une progression de 15%. Donc ils sont en train de nous dire, ils sont en train de confirmer ce qu'ils nous disent depuis quelques mois maintenant, peut-être même un an, que la demande dans le CAPEX, en fait tout ce qu'ils font en CAPEX, c'est parce que la demande est plus élevée que l'offre. Et là, ça se confirme par les chiffres avec une accélération de la croissance. Et on peut voir la même accélération de croissance chez Google, chez Meta, chez Microsoft. Donc visiblement, le CAPEX est globalement bien dépensé. On a des résultats opérationnels à 24 milliards, donc 13% de marge opérationnelle, la publicité qui prend plus 22%, AWS plus 28%, les puces sur mesure qui prennent plus 40%, ils passent la barre des 20 milliards de revenus annualisés, ils devraient arriver à 150 milliards très rapidement, dans moins de 2 ans, donc c'est quand même, ça mettrait un nouveau business quasiment à 100 milliards sur Amazon. On a d'un côté à 100 milliards par an, on a AWS, on a le e-commerce, on a bientôt la publicité qui s'approche des 100 milliards par an. On est à 17 milliards par trimestre. Donc on s'approche tranquillement des 100 milliards. On va avoir les puces en silicone qui vont arriver à 100 milliards. Et là, on a eu une guidance, on a eu des dépenses en CAPEX à 43 milliards, contre 34 au dernier trimestre et 31 au T2 2025. Pour le chiffre d'affaires, pour le second trimestre 2026, ils s'attendent entre 194 et 199 milliards de CA. Donc globalement bon. Résultat opérationnel entre 20 et 24 milliards. Et des vents contraires sont inclus dans la guidance, notamment une augmentation de coût de 1 milliard de dollars sur un an pour Amazon Leo. C'est les satellites. Tout simplement que la problématique de ça, c'est que contrairement au data center et à l'IA, c'est que tu dois dépenser 100 milliards upfront et derrière, tu vas mettre 5 ans, 10 ans à rentabiliser ça. Mais une fois que c'est rentabilisé, ça paye à mort. Là où les data centers, l'IA et tout, c'est rentabilisé en même pas 2 ans. Tu mets certes 100 milliards upfront, mais tu les récupères très rapidement. Là, ça va mettre plus de temps. Donc attention à tout ça. Et surtout qu'avec l'inflation des coûts des carburants et tout ce qui va avec, ça risque d'être un peu compliqué. Sur la croissance d'AWS, on a Jassy qui nous dit « Nous n'avons jamais vu une technologie croître aussi rapidement que l'IA ». Ça, globalement, c'est plus ou moins ce qu'il avait déjà dit dans la lettre aux actionnaires qu'il avait rédigée il y a un mois ou deux.
Ok, le taux de revenu d'AWS dépasse 15 milliards de dollars, soit près de 260 fois plus que les 3 premières années d'AWS. Ok. Sur les puces, si notre activité de puce était une entreprise indépendante, nos chiffres d'affaires annuels seraient de 50 milliards de dollars. Pour autant que nous puissions en juger, notre activité de silicium sur mesure est désormais l'un des 3 premières au monde pour les centres de données. Donc déjà top 3 dans le monde. Et sur le CAPEX et ROIC, nous sommes très confiants dans le fait que cela sera bien monétisé car nous avons déjà des engagements clients pour une part substantielle. Nous avons traversé ce cycle avec la première grande vague de croissance AWS et nous aimons les résultats. Sur Leo, ok, donc c'est le Global Star, c'est les satellites. Nous prévoyons d'acquérir Global Star et nous avons conclu un accord avec Apple pour qu'Amazon Leo alimente les services satellitaires des iPhones et Apple Watch. Donc déjà, des gros partenariats qui sont signés et normalement, Leo devrait être lancé dans les tours du second trimestre 2026. Les premiers services devraient être commercialisés. La cohérence du management est bonne. Le management avait promis une accélération de la croissance d'AWS tout au long de 2025. Ils ont livré un impressionnant 28% au T1 2026. Ils avaient également promis une expansion des marges du retail via la régionalisation, livrant une marge opérationnelle record de 13%. Donc ça, c'est tout ce qu'on veut voir. La crédibilité reste élevée. Dans les points à surveiller pour les prochains trimestres, ça va être le taux de croissance d'AWS, CAPEX en pourcentage de trésorerie, de feu de trésorerie opérationnelle, les marges opérationnelles en Amérique du Nord. On veut que tout ça reste intéressant et qu'on n'ait pas une baisse significative là-dessus. On veut que le lancement commercial de Amazon Leo au T3 2026, l'intégration de GPT 5.5 d'OpenAI dans Bedrock. Alors là, c'est T3 2026. Je ne me souviens plus si c'était au T2 ou au T3 qu'ils doivent lancer. Ça dépend des dates, etc. Mais c'est seconde partie de l'année 2026. Donc, on va voir ce que ça donnera. Et le seuil d'alerte, ce serait une décélération de la croissance d'AWS sous les 20%, compression des marges opérationnelles globales sous 9% en raison d'amortissement accéléré du matériel IA. Ça va être le problème pour tout le monde. Comment vont se passer les amortissements sur le matériel IA? Il ne faudrait pas qu'il soit accéléré. Il ne faudrait pas que ça se pose problème. C'est ce problème. Microsoft, Amazon, Google et Meta vont l'avoir, donc on va voir ce que ça va donner, mais très 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 solide comme résultat. Si on doit aller valoriser ça rapidement, on va aller prendre le cash flow opérationnel, on est à 148 milliards 500, donc on l'update ici de 10 milliards quasiment, 148 500, et ici il nous faudrait pour faire du 13% par an, il nous faudrait une croissance de 17 à peu près, on va prendre 16,5. Il nous faudrait une croissance de 16,5% par an du cash flow opérationnel, ce qui nous fait une fair value à 273 $ pour du 16,5. 16,5, je trouve que c'est correct. Je trouve que la valorisation est correcte pour un price operating cash flow de 17. Le price to operating cash flow d'Amazon, historiquement parlant, il va être aux alentours de, on le regarde, il est aux alentours de 21. Là si on se met, il est aux alentours de 21, si on se met sur 20 ans, 22, 23. Donc on va dire aux alentours de 20. Là on le met à 17, donc on est quand même assez conservateur. On évite de prendre des bonnes marges de sécurité. Ça nous fait une fair value à 273 $. On est Amazon aujourd'hui, qui est globalement à un prix qui n'est pas déconnant. C'est pas le deal du siècle, mais on est à un prix pas déconnant. Moi dans mes estimations, j'avais mis ici 15% de croissance du cash flow opérationnel. Et donc, ça nous fait ici une fair value de 256 $. Moi, je considère qu'en dessous de 250 $, Amazon, c'est pas mal. Je ne me positionnerai pas maintenant au prix où on est actuellement, mais aux alentours de 250 $, ça peut être intéressant pour renforcer la position ou pour entamer une position sur Amazon si ce n'est pas quelque chose de déjà fait. On passe maintenant sur Microsoft. Ensuite, on ira voir Google, Alphabet et Meta avant de passer sur S&P Global. Pour Microsoft, on a eu des résultats qui sont globalement bons. Le marché n'a pas très bien réagi. Suite à l'annonce des résultats, ça a baissé. Donc là, ça remonte tranquillement, mais ça a baissé. Et je pense que la raison pour laquelle ça a baissé, c'est tout simplement que les résultats étaient juste bons. C'est-à-dire qu'ils ont fait globalement mieux que ce qui était estimé dans tous les secteurs, dans tous les segments, dans absolument tout. Ils ont fait globalement un peu mieux que ce qui est estimé. Mais Amazon et Google ont sorti tellement de bons résultats que je pense que le marché s'est dit « Attends, pourquoi Microsoft ne sort pas d'aussi bons résultats ?» Je pense que c'est globalement ça qui est venu jouer en leur défaveur. Ils ont le cloud qui grossit de 29%, c'est légèrement plus que AWS, mais
on est dans une situation où vous allez voir la croissance du cloud de Google est complètement dingue, hein, mais peut-être que le marché, je pense, s'attendait à plus. Quand ils ont vu qu'Amazon a fait 28 et Google plus de 60%, je pense que le marché s'attendait à plus et c'est ça qui a pénalisé parce que si on enlève ça, on est très bon, hein, 18% de croissance du chiffre d'affaires, c'est magnifique. Bénéfice net par action, 21%. Alors, on a ajusté pour enlever les investissements dans OpenAI et tout ça. Le cloud qui grossit de 29%. Azure et les autres cloud services de 39%. Okay, qui réaccélèrent et qui font mieux que ce qui était attendu. L'IA plus 123%. Les marges, il y a la marge brute qui a un peu baissé. Okay, à cause des investissements dans les infrastructures et tout ça. La marge brute a un peu baissé. Maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais la marge opérationnelle, elle n'a pas baissé, elle a légèrement augmenté même. Donc à voir. Ils ont réussi ça grâce... Attends, je vais le mettre en français, ce sera peut-être plus simple pour vous. Ils ont réussi ça grâce à l'amélioration opérationnelle, mais surtout la baisse du nombre d'effectifs, la baisse des salariés chez Microsoft. Et donc la baisse de ces salariés a fait que ça a permis de faire des économies. On a Meta qui a annoncé la même chose, qu'ils allaient licencier pas mal de monde. On a Amazon qui prévoit de licencier pas mal de monde pour les remplacer par des robots d'ici 2030 aussi. Et je pense que Google fera de même. 39 milliards de CAPEX, les 2 tiers sur des actifs à courte durée de vie comme les GPU, CPU. Ça devient problématique. Ça, c'est la phrase qu'il faut vous noter, qui est, disons, la grande thèse vendeuse sur les Mac 7 et sur ces boîtes. C'est que, disons que le discours, même s'il n'est pas clair, hein, mais il laisse entendre que le CAPEX est juste périodique, que c'est parce qu'il faut construire vite des data centers, il faut vite envoyer tout le monde dans le cloud, il faut vite tout mettre en place, parce que si on attend trop longtemps, on perd de l'argent et aujourd'hui on est dans une situation où la demande est plus élevée que l'offre et donc il faut vite investir. Mais que ce CAPEX est lié uniquement à quelques années et après ce sera tranquille, on dépensera moins. Là, on a des informations de plus en plus qui tombent que finalement la durée de vie des GPU, des CPU ne sera pas aussi élevée que ce qu'on estime, que potentiellement il va falloir constamment les changer, constamment en racheter, et que finalement au lieu d'avoir un CAPEX qui est ponctuel, qui est juste pendant 2-3 ans on va dire, qu'on risque d'avoir une augmentation du CAPEX mais qui va rester là à vie, que le business devienne des business de CAPEX light à CAPEX intensif. Donc on va voir comment tout ça va évoluer, mais c'est une des problématiques, ça fait partie des thèses vendeuses qu'on pourrait trouver sur ces entreprises. Maintenant, à voir quelle rentabilité ils auront sur le CAPEX, parce que si la rentabilité est à 40%, ok, c'est pas très grave si le CAPEX augmente. De toute façon, vu que la croissance aura tellement augmenté que on restera sur des niveaux de dépenses en CAPEX par rapport au cash flow opérationnel tout à fait convenables. Mais il faut faire attention, ne pas se faire piéger. Et surtout, regardez, est-ce qu'il y a un moment ou un autre où ces entreprises vont trop dépenser en CAPEX? Il ne faut pas oublier que c'est la première fois où ces entreprises-là sont en concurrence directe les unes avec les autres. C'est la première fois depuis un bon moment qu'il y a une guerre de CAPEX pour prendre un marché. À voir quelles seront les limites. Okay, dans la guidance, il prévoit un chiffre d'affaires qui grossit entre 13 et 15% sur l'année. La croissance de Azure entre 39 et 40%. Okay, légère accélération qui est attendue pour le second semestre, donc il va falloir vérifier ça. Et le CAPEX devrait dépasser 40 milliards au trait 4 avec une guidance massive de 190 milliards sur l'année, incluant 25 milliards dus à la hausse des prix des composants. Okay, donc il y a 25 milliards qui se prennent juste à cause de l'inflation, ce qui est quand même assez... ça fait peur, quoi. Pour les effectifs, baisse attendue sur un an, l'entreprise se concentre sur l'agilité et l'efficacité. Maintenant, on va voir ce que ça va donner là-dessus et les perspectives croissance à 2 chiffres attendus pour le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour 2027, pour l'année suivante. Dans les commentaires du management, on a Satya Nadella sur le changement de paradigme. Nous sommes au début d'un des changements de plateforme les plus conséquents alors que les agents prolifèrent et deviennent la charge de travail dominante. Okay, nous faisons évaluer notre famille de copilots assistants synchrones vers des collègues asynchrones capables d'exécuter des tâches de longue durée. Et Amy Hood, il faut vraiment réfléchir à la façon dont nous passons d'un modèle historiquement perçu comme une activité par licence à une activité sous licence plus une activité de consommation. Donc c'est un petit peu l'évolution du modèle SaaS aujourd'hui qui passe de plus en plus à un modèle de API avec du token, quoi. Tu payes pour du token, tu payes pour de l'utilisation plus que tu payes pour un accès pour un truc et tu payes 100 balles par mois. Là tu payeras
peut-être 10 balles par mois pour avoir le droit d'utiliser ces tokens-là. Et ensuite, les tokens, tu les payes à l'utilisation. Donc, on va voir. Sur les ROI et des CAPEX, nous restons confiants dans le rendement de ces investissements compte tenu des signaux de demande plus élevés. Nous prévoyons de rester sous contrainte de capacité au moins jusqu'en 2026. Ça veut dire que globalement, contrainte de capacité, c'est qu'ils ont plus de demandes que d'offres. Ils répètent ça tout le temps. Les tests de cohérence promesse versus réalisation, c'est excellent. La direction avait promis une accélération d'Azure dans le trimestre précédent à mesure que la capacité serait disponible et ils ont livré. Azure atteint désormais 40% de croissance. Ils ont également tenu leur promesse de stabilité de la marge opérationnelle malgré de lourds investissements, légère hausse à 46%. Donc ça, c'est très bon. Ils ont réussi à maintenir tout ça. Sur les points de surveillance, métrique critique, taux de croissance d'Azure, ok, il va falloir que ça reste à des niveaux intéressants. La croissance ARR/IA, marge brute du cloud, CAPEX et flux de trésorerie d'exploitation. Ce qu'il va vraiment falloir surveiller pour moi sur le taux de croissance d'Azure, c'est qu'on soit sur des taux de croissance supérieurs à AWS. Si je pense que si le cloud de Microsoft grossit moins vite que AWS, le marché ne va pas forcément bien réagir à ça. Maintenant, d'un point de vue rationnel, même si on a moins de croissance qu'AWS et qu'on garde une croissance au-delà de 20%, 30%, ça rend l'entreprise toujours pas très chère à l'heure actuelle. Mais je pense que le marché s'attendrait à ce que Azure continue de grossir plus vite que AWS. La croissance d'Azure tombant sous les 35%, ce serait les seuils d'alerte. Marge brute du cloud chutant sous les 63%. Free cash flow de transport en dessous des besoins pour dividendes et rachat d'actions. Ça, va falloir le surveiller pour les prochains calls et les engagements vérifiés. C'est la légère accélération d'Azure au semestre numéro 2 et la croissance à 2 chiffres du CA et résultats d'exploitation pour l'exercice 2027. Donc, très très bon résultat de la part de Microsoft. Si on va valoriser ça, on va prendre le cash flow opérationnel, il est à 170 milliards. Hop, donc on l'augmente ici aussi de 10 points, enfin de 10 milliards. Et donc là, on serait sur si on a une croissance du cash flow opérationnel de 15% par an et on vise du 18 en price operating cash flow, ça nous fait une fair value à $460, ce qui nous fait un upside potentiel de 15% de CAGR pour du 15% de croissance. Okay, pour faire du 13, il nous faudrait 13 plus ou moins ici, ce qui me semble largement jouable. On n'est vraiment pas sur quelque chose, je trouve qu'on ne demande pas la lune à Microsoft là, donc a priori ça devrait être plutôt une bonne chose. Historiquement, ils grossissent à 16% par an, sur 20 ans 11%, sachant que là on a une réaccélération, dans une phase de réaccélération, donc le 15% me semble tout à fait jouable et le price sur operating cash flow, généralement l'entreprise se paye autour de 25 fois. C'est un peu plus qu'Amazon ici. Donc en allant chercher du 18 fois, ça me semble, donc c'est-à-dire pas d'expansion du multiple ici, ça me semble tout à fait correct, étant donné que là on est à la médiane à 23, sur 20 ans la médiane à 14. Après il faut bien noter pour Microsoft le changement de business model entre 2015 et 2017. Donc c'est vraiment qu'à partir de 2017 où on peut vraiment les juger depuis qu'il y a Satya Nadella, et depuis qu'il y a Satya Nadella, ça se paye bien plus cher étant donné que la qualité du business est bien meilleure. Donc à ces prix-là, Microsoft semble être une opportunité intéressante, un peu mieux que Amazon sur les niveaux de prix où nous sommes actuellement. Pour ce qui est d'Alphabet, d'ailleurs, en fait, je vous ai fait un dossier complet avec tous les earnings. Envoyez-moi earnings en message privé sur Instagram. Donc vous avez le lien de mon Instagram dans la description. Et je vous donne le dossier, je vous enverrai le dossier. Donc envoyez-moi ça sur Instagram pour vous envoyer le dossier. Inutile de mettre dans les commentaires, est-ce que tu peux me l'envoyer ailleurs, etc. Je vous l'enverrai sur Instagram, j'ai pas envie de me faire chier. Donc envoyez-moi un message sur Instagram si vous voulez y avoir accès à ça. Pour ce qui va être de Alphabet, bon, vous l'avez vu, l'entreprise a complètement explosé suite à l'annonce des résultats. En fait, sur 5 jours, vous voyez grosse hausse, quasiment 10% dans la journée. Pourquoi ? Et bien, vous allez comprendre tout de suite. C'est 63% de croissance sur Google Cloud, 19% de croissance sur le search, le chiffre d'affaires qui grossit de 22% sur l'année. C'est énorme. Ils ont réaccéléré leur croissance. Et là, on parle de boîtes quand même qui sont tellement grosses qu'on n'imagine pas pouvoir réaccélérer la croissance. Ainsi, les dépenses en CAPEX fonctionnent. Donc c'est à 19% à taux de change constant, 11e trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres. Résultat d'exploitation, on a 30% sur un an, marge opérationnelle 36%.
On a une marge opérationnelle qui a augmenté malgré des dépenses en CAPEX, donc c'est bien. 81% de croissance du résultat net, mais distribution, il y a une distorsion massive et due à 37 milliards de gains latents sur le portefeuille de titres de participation non négociables et non aux opérations pures. Là, on parle de SpaceX, d'Anthropic, etc., qui ont été revalorisés il y a quelques mois, ce qui fait que ça donne des gains, des plus-values latentes pour l'entreprise qui sont mis dans le net income, mais qui n'ont aucun rapport avec les activités opérationnelles, donc ne vous faites pas piéger. Le cloud, 63% de croissance. Le résultat d'exploitation a triplé, générant une marge de 32,9 contre 17,8 au trimestre 1 2025. En un an, ils ont doublé leur marge sur le cloud. Vous voyez la rentabilité dingue de ça. Et en plus de ça, la croissance qui réaccélère. Donc c'est vraiment dingue. En plus de ça, je crois qu'ils ont annoncé un backlog de 450 milliards sur le cloud. Donc très très bien. Google Service, plus 16%. Le search et tout ça, plus 19%. YouTube Ads, plus 11%. Le réseau network, lui, baisse de 4%. Mais ce n'est pas la priorité de l'entreprise. Ok, donc là, globalement, c'est bien. Le CAPEX prévision 2026 relevé à 180-190 milliards contre 175-185. Donc, il réaugmente légèrement ça. Il prévoit de dépenser un peu plus de CAPEX. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais peut-être que les gens s'attendaient à peut-être un peu plus, qui intègre l'acquisition d'Intersect. Ouais. Le management a explicitement déclaré que le CAPEX de 2027 augmente significativement par rapport à 2026. Donc là, si on trouvait que 200 milliards c'était beaucoup pour 2026, visiblement 2027 c'est parti pour être encore plus. Donc on va voir jusqu'où ça ira. Honnêtement, quand je vois les résultats de Google, en fait je pense que c'est les 60% du cloud qui ont plu au marché. Parce que si on enlève ça, les résultats de Microsoft pour moi sont meilleurs. Okay, si on enlève ça, quand je dis qu'ils sont meilleurs, c'est plus qu'ils sont beaucoup plus stables, beaucoup plus constants et qu'il n'y a pas de surprises, etc. Et surtout que là, je pense que Google en a profité d'avoir des super résultats pour dire qu'ils vont complètement tout défoncer en termes de CAPEX. Si Google annonce qu'ils vont augmenter significativement, à mon avis, on va avoir Microsoft et Amazon qui vont suivre dans les prochains trimestres à faire le même genre de déclaration. Maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, on verra bien où ça nous mènera. Sur les amortissements, le déplacement massif de CAPEX continuera d'exercer une pression structurelle sur le compte de résultat via la hausse des amortissements et les coûts énergétiques. Les marges de cloud, la récente acquisition de Wiz créera un vent contraire à un chiffre, low single digit, sur les marges opérationnelles du cloud pour le reste de 2026. Donc, il faudra prendre ça en compte pour les prochaines déclaration et la vente de matériel TPU, la comptabilisation des revenus liés aux ventes directes de TPU au data center commencera fin 2026 avec une grande majorité réalisée en 2027. Sur Dan Pichai, sur l'avantage concurrentiel, nous sommes le seul fournisseur à offrir des solutions propriétaires sur l'ensemble de la stack IA d'entreprise. Posséder les modèles frontières et le silicium nous aide vraiment à garder une longueur d'avance. Anat Ashkenazi sur les CAPEX, nous observons une demande interne et externe sans précédent pour les ressources de calcul IA. Ces excellents résultats renforcent notre conviction d'investir le capital requis. Pour leur défense sur le CAPEX et tout ça, là, les rapports que vous voyez, on les génère avec l'IA. Donc, c'est avec Gemini 3.1. Ce n'est pas avec le 3.0, c'est avec le 3.1. Le truc, c'est qu'on est souvent limité. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on aimerait générer des rapports, il y a beaucoup de moments où on ne peut pas les générer tout simplement parce que les serveurs de Google sont down. La demande pour leur IA est tellement élevée que on est toujours en liste d'attente, en queue pour générer les rapports, pour utiliser leur truc d'IA. Et donc il y a des limites. Et donc alors à moins que ce soit du génie de leur part et qu'ils se fassent ça en mode pour vraiment avoir une preuve que l'offre est supérieure que la demande est supérieure à l'offre, et donc du coup ils trafiquent un petit peu la demande en faisant croire qu'ils sont à bout de souffle, qu'ils ne peuvent pas tout nous donner, peut-être, mais d'un autre côté, je ne vois pas l'intérêt pour lequel ils feraient ça, parce qu'ils perdent de l'argent à faire ça, mais pour être utilisateur de l'IA de Google d'un point de vue professionnel, je peux vous dire que souvent ça bloque parce qu'il y a trop de demandes, que tout est trop surchargé et qu'ils ne peuvent pas gérer tout le monde en même temps. Les cohérences du management, la réalisation est exceptionnelle. Le management avait promis que l'IA stimulerait la croissance du cloud. Une croissance de 63%, un carnet de commandes de 462 milliards prouve cette thèse. Ils ont également tenu la parole sur la discipline des other bets en se déconsolidant Verily et JF Fiber pour concentrer le capital sur Waymo. Les signaux, la crédibilité, donc elle est bonne.
Ce qu'il va falloir voir pour les prochains trimestres. Alors, les risques d'exécution sur les ventes de TPU. La vente directe de TPU à des data centers tiers introduit un nouveau modèle économique de vente de matériel avec des profils de marge et une cyclicité qui sera différente. L'intensité capitalistique sans précédent, le modèle économique change structurellement. La prévision de 180-190 milliards de capex pour 2026 est stupéfiante et va peser lourdement sur les free cash flow et les marges brutes via les amortissements pendant des années. Un autre point qu'il va falloir faire gaffe sur Google, c'est le niveau d'endettement. Okay, on a un niveau d'endettement qui bouge. Alors, on est toujours à 0,24 fois l'EBITDA, mais l'endettement arrive de plus en plus. Aujourd'hui, la dette long terme, alors une totale dette qui a augmenté de quasiment 30 milliards, mais sinon la dette long terme, on est passé de 46 milliards à 90 milliards. Donc la dette long terme a fait quasiment x2. x2 sur la dette long terme. Si on regarde le cash flow, on va être sur des free cash flow proches de plus bas que d'habitude. Donc là maintenant, le free cash flow va avoir il nous faut 1 an de free cash flow pour rembourser la dette. Si on prend l'EBIT ou l'EBITDA, où est-ce que je vais l'avoir? Je pense que je vais l'avoir ici, l'EBITDA, 218 milliards, donc on est globalement bon, ok, on est quasiment x3 quoi, de la dette, donc c'est bon, il y a largement de quoi le couvrir, mais il faut faire attention, on a une dette qui commence à une tendance qui n'est pas forcément très agréable, il ne faudrait pas qu'il y ait des problématiques, il ne faudrait pas qu'il y ait des choses auxquelles on ne s'attend pas et que ça vienne perturber les plans dans tout ça. Pour ce qui est de la valorisation, on va regarder le cash flow opérationnel, comme pour toutes ces boîtes qui sont full capex, on est à 164 milliards, donc on va les valoriser, c'est ça, donc là j'ai déjà mis 164 milliards. Avec 15% de croissance du cash flow opérationnel et un price sur cash flow de 18, on se retrouve avec un CAGR de 5%. Ça nous fait une fair value à 267 $. On est à 384 $ aujourd'hui. Donc Google est potentiellement le plus survalorisé des boîtes qu'on a vues jusqu'à présent. Ça me semble un petit peu cher. Il faudrait une croissance de 26%, de 23-24% à peu près. 24% par an du cash flow opérationnel pour faire du 13% par an. C'est jouable, c'est juste que ça laisse pas assez de marge de sécurité selon moi. Donc je préfère rester comme ça. Et si on regarde le multiple de valorisation, vous allez voir, on est sur quasiment des plus hauts. Je ne sais pas si c'est les plus historiques. Alors non, on va enlever ça. C'est les plus hauts depuis un bon moment. La dernière fois, c'était 2007 qu'on a eu des niveaux aussi élevés. Depuis, on n'a jamais eu un price sur operating cash flow aussi élevé. Donc Google, pas forcément le meilleur deal à l'heure actuelle dans toutes ces boîtes tech. On va passer à Meta. On passe sur Meta aujourd'hui. Alors, Investor Relations, qu'est-ce que ça a donné? Ils nous ont sorti un très beau trimestre aussi. Revenu en hausse de 33% sur un an. Porté par les recommandations de contenu et le ciblage publicitaire amélioré par l'IA. Donc eux, ils ont des retours directement de l'IA. Et contrairement à Microsoft, Google, Amazon, eux, ils investissent surtout pour que l'IA améliore les retours qu'ils peuvent avoir. Là, ils ont lancé leur modèle d'IA et tout ça aussi. Mais visiblement, ils sont surtout sur une idée de... comment on appelle ça? Ils sont surtout sur une idée d'améliorer tout ce qu'ils ont grâce à l'IA au lieu de proposer des services IA pour le moment. Plus tard, sans doute que les services IA vont arriver, mais l'idée, c'est de maximiser ce que fait la machine à cash, la vache à lait de Meta, qui sont leurs plateformes, Instagram, Facebook, etc. Donc 33% de croissance, 29% à taux de change constant. Ils avaient annoncé qu'ils allaient avoir plus de croissance. C'est maintenu. Revenus publicitaires plus 33%. Les impressions publicitaires ont augmenté 19%. Le prix moyen par publicité a augmenté de 12%, démontrant un fort pricing power. OK. Les autres revenus de The Family of A plus 74%, tirés par la messagerie payante des abonnements WhatsApp, mais bon, c'est ridicule par rapport au reste. Realty Lab, moins 2% sur un an, visiblement. La baisse de vente des casques Quest annulant la croissance des lunettes IA. Okay. Les dépenses totales, plus 35% sur un an, tirées par les coûts d'infrastructure et la rémunération des talents IA. Ils ont vraiment beaucoup dépensé pour ça. Les résultats opérationnels représentaient une marge opérationnelle de 41%. Ok, donc c'est quand même vraiment pas mal là-dessus. Sur les guidance, 58 à 61 milliards. Ok, ça inclut un vent favorable de change de 2%. Les dépenses totales entre 162 et 169 milliards, c'est inchangé. Par contre, le CAPEX pour l'année complète, revu à la hausse, qui était à 125-45 milliards, il est revu à la hausse par rapport à avant, qui était entre 120 et 135 milliards
reflétant la hausse des prix des composants mémoire et les coûts du futur centre de données. Donc tout ça, ça vient avoir, ça vient, disons, changer ça vient changer le capex, ça vient changer les guidance. Les commentaires de Mark Zuckerberg a souligné le lancement de MuseSpark, le premier modèle de Meta Super Intelligence Lab. Il a articulé une vision différenciée de l'IA axée sur l'autonomisation des individus plutôt que sur leur remplacement, visant à fournir des agents personnels et professionnels à des milliards de personnes. Il a justifié le CAPEX en déclarant « Chaque signal que nous voyons nous donne confiance dans cet investissement ». Maintenant, on va voir ce que ça donnera. Le métavers, ça n'a pas été un succès. Reality Lab, ça n'a pas été un succès. Peut-être que ça, ce sera un succès, on va voir. De toute façon, la façon dont ils voient ça chez Meta, c'est qu'ils ont une vache à lait tellement énorme, tellement stable, tellement prévisible qu'il faut qu'ils dépensent dans de l'investissement pour ne pas se retrouver à rater le coche pour le futur, à rater une technologie. Si ça se passe mal, c'est pas grave, de toute façon, ils peuvent générer du cash. Ils ont une machine à cash. Okay, ils impriment de l'argent avec ce qu'ils font. Si ça fonctionne, c'est potentiellement un énorme levier de croissance qu'ils vont avoir pour l'entreprise. Donc, ils ont plus à gagner qu'à perdre à faire ce genre d'investissement. La directrice financière a mis en évidence le ROI tangible de l'IA dans le cœur de métier, une hausse de 10% du temps passé sur les réels et de 6% des taux de conversion publicitaire. Fait crucial, elle a révélé un bond de 107 milliards des engagements contractuels pour le cloud et l'infrastructure, tout ça en annonçant une réduction des effectifs prévus en mai pour maintenir un modèle opérationnel plus agile. Donc visiblement que pour avoir plus d'argent encore à investir, à dépenser, ils réduisent le nombre de personnes qui y travaillent. Test versus cohérence. La promesse versus les réalisations. La direction a respecté le calendrier des Meta Super Intelligence Lab environ 10 mois après sa création, évoqué au T2, T3 2025, et Meta Super Intelligence Lab a lancé MuseSpark. Ils ont également tenu leur promesse d'amélioration des performances publicitaires, Advantage+, Consolidation, Lattice. Le discours est passé du métaverse à l'hyper-intelligence. Bon, voilà, crédibilité élevée concernant l'exécution du cœur de métier, le moteur publicitaire fonctionne parfaitement. Cependant, la crédibilité en matière d'allocation du capital est mise à l'œuvre. La direction demande aux investisseurs une confiance immense quant au fait que ces investissements d'infrastructure généreront un retour sur capital investi, ROIC, acceptable. Donc forcément, c'est là où les gens ont peur, mais la machine à cash est tellement énorme chez Meta que les gens n'ont pas trop de problèmes avec ça. Ce qu'il va falloir vérifier pour les prochains trimestres, ça va être la révision des CAPEX. Marge opérationnelle doit rester supérieure à 35%. Croissance des prix publicitaires versus la croissance des impressions et la conversion en free cash flow. L'engagement à vérifier, ça va être l'exécution en impact financier de la réduction des effectifs en mai, déploiement de monétisation des IA d'entreprise sur WhatsApp, sur Messenger. Et le seuil d'alerte, ce serait les guidance CAPEX relevés au-delà de 145 milliards sans révision à la hausse correspondante des revenus, marge opérationnelle tombant en dessous des 35%, accélération des pertes de Reality Labs sans croissance des ventes de matériel, ce sera ça qu'il faudra observer. Si on parle maintenant de valorisation, on est sur une boîte qui a rapporté 124 milliards de cash flow opérationnel. Et il leur faudrait, pour faire du 13% par an, il faudrait à peu près 15% par an de croissance du cash flow opérationnel pour un price sur cash flow opérationnel de 11,5. Donc c'est ceux qui sont le moins valorisés en termes de price sur cash flow opérationnel. On les met à 11,5, on estime qu'ils vont continuer de baisser. On peut voir qu'historiquement, ça se paye 15 fois, 20 fois. 15 fois. Donc le 15 fois me semble cohérent, au moins pour que ce soit plus proche des autres géants de la tech. C'était à 11 tout simplement parce que pour ne pas avoir trop d'expansion ici à aller chercher, aussi parce que c'est possible qu'on aille bien en dessous. C'est une entreprise Meta qui, ça arrive régulièrement que le marché la déteste complètement. Et donc on peut, pour ceux qui ne sont pas accrochés à court terme, vous pouvez avoir un moment où le marché se met à détester Meta comme pas possible et donc à devoir accepter des potentielles pertes latentes. Ça veut dire que vous ne les avez pas déclarées encore, mais c'est possible que vous ayez un ou deux où vous soyez dans le mal tout simplement parce que les gens perdent confiance dans la direction de l'entreprise. Mais si on met ça maintenant à 15, on aurait un CAGR de 129 et une fair value de 800 $. Donc on serait globalement sous-valorisé à l'heure actuelle. Et si on le met là, ici, avec 13% de croissance, 17%, donc on est globalement, je trouve, sur un prix qui est correct sur Meta. On est sur un prix qui est tout à fait correct. En dessous de 700 $, je trouve que c'est intéressant. Même en dessous de 600 $, c'est vraiment très très intéressant
la boîte a de quoi apporter de belles choses. Donc c'est tout pour les géants de la tech. On va passer à S&P Global, qui a donné des très très bons résultats. Okay, l'action s'est globalement assez bien portée suite aux résultats. Ah non, elle ne s'est pas bien portée. Pourquoi? C'était quand? Non, c'était là, je crois. Je crois que c'était mardi, les résultats d'S&P Global. Ouais, c'est ça. C'était mardi. L'action avait bien été partie à la hausse et ensuite, elle a rebaissé. Ça s'est un peu moins bien passé pour la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les résultats? Vous allez voir ça. Alors, globalement, ils ont une croissance. L'entreprise a enregistré une croissance de 10% de son chiffre d'affaires et de 14% de son bénéfice net par action ajusté. MSCI a fait beaucoup mieux. Souvenez-vous, vous avez la vidéo sur MSCI dans les précédentes vidéos de la chaîne. Le chiffre d'affaires en hausse de 10% en publié et 9% en organique à taux de change constant. La rentabilité a augmenté de 14%. Les marges opérationnelles s'étaient élargies de 100 points de base à 51,8% et 160 points en excluant l'impact d'Ostra de l'année précédente. Market Intelligence plus 8% et plus 6% en organique. Le CA des abonnements plus 6%. OK, marge en hausse à 33%. Le rating plus 13%. OK. Commodity plus 7%. Les indices plus 17%. Marge en hausse. OK. Les indices à plus 17%. MSCI avait annoncé plus 26%. BlackRock a fait plus 20%. Donc on a une sous-performance de la croissance, c'est très bien, c'est une très belle croissance, mais il y a une sous-performance de la croissance là-dessus chez S&P Global par rapport à MSCI et même par rapport à BlackRock, ce qui laisse penser que le marché, les gens qui vont investir vont plus se tourner vers des indices de MSCI que des indices de S&P Global. Maintenant, peut-être que dans 2 trimestres, un trimestre, dans un an, ce sera complètement différent, mais pour le moment, c'est ce qui semble se passer. Les guidance, confirmation de la croissance organique du CA à taux de change constant pour 2026 entre 6 et 8%, une expansion des marges de 50 à 75 points de base. Révision à la baisse du segment énergie, abaissement de la guidance, ok. Donc là, il semblerait que ce soit les autres segments, que ce soit le segment analytics et le segment indice et scoring qui vont vraiment donner l'essence de l'entreprise. Allocation de capital, augmentation de l'objectif de rachat d'actions de 85% à au moins 100% du free cash flow ajusté, 4,5 milliards, en utilisant le produit de la dette anticipée de la scission de Mobility. Sur les commentaires du management, la PDG Martina Cheung a souligné un pricing power tangible. Les clients financiers qui renouvellent simplement leur abonnement à nos données ont choisi d'obtenir ces données dans un format prêt pour l'IA et étant prêts à payer une augmentation de 35 à 45% lors du renouvellement. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le marché. On s'attendait à ce que l'IA, les gens pensaient que l'IA allait venir détruire un peu ce business, ce marché. Là, ils sont en train de nous dire l'inverse, que grâce à l'IA, ils augmentent leurs marges et en plus de ça, ils augmentent leurs tarifs et que c'est une bonne chose pour eux. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. La thèse de la cohérence. Alors, la direction a tenu ses promesses concernant l'expansion des marges et la croissance des abonnements. Market Intelligence, 6%. La scission de Mobility progresse exactement comme prévu au T4. Donc ça, c'est très bien. Ce qu'il va falloir maintenant observer dans la suite pour l'entreprise, ça va être la croissance des revenus d'abonnement. Okay, la direction s'attend à une accélération au trimestre 2, volume d'appel API, mix des émissions facturées. Okay. Les engagements vérifiés, c'est la réalisation de la scission de Mobility et de l'émission de la dette associée de 2 milliards de dollars mi-2026, finalisation de la cession des logiciels Upstream à SLB. Et le seuil d'alerte, ce serait une décélération de la croissance organique de Market Intelligence sous les 5%, une expansion de la marge globale tombant en dessous de l'objectif minimum de 50 points de base, escalade prolongée au Moyen-Orient déprimant sévèrement les émissions mondiales, donc pour le crédit, etc. Donc voilà, globalement, c'est un bon trimestre, on ne va pas se mentir. C'est juste que la MSCI les ont démontés, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à aller chercher là-dessus. MSCI a fait globalement un meilleur trimestre que S&P Global et c'est pour ça que MSCI a globalement bien tenu sur les 5 derniers jours et elle enregistre un plus 4,5. C'est tout simplement parce que ça semble être une période plus propice à MSCI. Maintenant, on va voir comment ça va fonctionner pour les prochains trimestres. C'est possible que la tendance s'inverse, mais pour le moment, ça se passe mieux du côté de MSCI. On va passer maintenant sur FICO. FICO qui a donné ses résultats, qui a donné des résultats intéressants. D'ailleurs, le marché agit de façon très intéressante sur FICO.
On a eu d'excellents résultats. En pré-market, on était à plus 12%, pour ensuite finir la journée, enfin faire passer à moins de 2% de la journée et finir la journée plus ou moins à 1%. Il y a une volatilité vraiment extrême sur le titre depuis un mois. Vous pouvez voir comment ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, FICO a réalisé un T2 2026 exceptionnel, le démontrant la puissance absolue de son avantage concurrentiel de type péage. Le chiffre d'affaires a bondi de 39% en glissement annuel, propulsé par une croissance fulgurante de 127% des revenus liés aux octrois de prêts hypothécaires. Donc là, de toute façon, on avait été averti un petit peu par les résultats de Moody's et tout ce qu'il y avait autour du marché, et même des GSE, donc Equifax, tout ça. Mais là, FICO a confirmé aussi l'accélération bien au-delà de ce qui était attendu. On attendait 20-23%, là on a 39%, donc c'est complètement énorme. Le segment score qui augmente de 60% sur l'année. Les revenus B2B ont augmenté de 72%, fortement tirés par les octrois hypothécaires, plus 127%, qui représentent désormais 72% des revenus B2B. L'automobile a augmenté de 13%, les cartes de prêt, débit, crédit, prêt personnel de 6%. Segment logiciel, plus 7%, et ensuite la rentabilité de résultat GAAP, plus 63%, BPA non GAAP, plus 60%, la majeure opérationnelle non GAAP a connu une expansion massive de 712 points de base pour atteindre 65%. Le free cash flow, 214 millions, rachat d'actions record de 600 millions de dollars, avec une moyenne de 1251 dollars par action pour des rachats d'actions. Donc énorme rachat d'actions, je crois que c'est le plus gros de l'histoire. Plus de 170 millions supplémentaires rachetés également en avril. Donc vous allez voir les rachats d'actions. C'est dans Financing Activity, Common Stock Repurchase. Si vous regardez, là on est déjà sur l'année à 1,8 milliard. C'est jamais dans l'histoire de l'entreprise a fait autant. Là on a le plus gros. La dernière fois qu'on a eu un truc aussi gros, c'était Q4 2025. Et la dernière fois qu'on était dans ces eaux-là, c'était en 2022. Donc vraiment la énorme rachat d'actions de la part de FICO, de l'entreprise. Si on continue sur les guidance, chiffre d'affaires relevé à 2,45 milliards, donc c'est plus 23% sur l'année. BPA plus 34% qui est prévu et le non-GAAP plus 35%. Les hypothèses clés, la guidance suppose des volumes score conservateurs et aucune perte de part de marché au profit de VantageScore dans un secteur vertical. Il faut savoir qu'ils sont généralement conservateurs dans leur guidance. Donc, a priori, ça semble bien se passer pour eux. Et la concurrence ne semble pas, ils semblent garder leur place de dominante, de monopole. Sur la stratégie du prix du T10, le PDG Will Lansing a expliqué le passage à 0,99 $ en amont, plus 65 $ de frais de financement. L'idée était d'encourager l'adoption du FICO. Donc en gros, ils ont modifié leur tarif. Ils ont mis maintenant un tarif quasiment identique à VantageScore, 99 centimes upfront, et après sur la performance, plus ou moins 65 $ sur les frais de financement et tout, pour avoir un tarif compétitif avec VantageScore, mais tout en étant sur quelque chose qui soit très, très propre pour eux, qui leur permette d'augmenter leurs résultats. L'idée était d'encourager l'adoption du FICO 10T. S'ils cherchent le prix, alors je pense que nous sommes à parité. Le 10T à 99 cents est à parité avec le Vantage à 99 cents. Sur l'IA et la réglementation, Lansing a souligné le mode de FICO grâce à l'IA boîte noire. Dans l'activité score, l'IA est limitée par des exigences réglementaires strictes sur l'explicabilité des résultats de souscription de crédit. FICO a obtenu 137 brevets basés sur l'IA. Donc ils sécurisent, on va dire, le périmètre là-dessus. Et la croissance des logiciels, la croissance de l'ARR de la plateforme a été stimulée à la fois par l'acquisition de nouveaux clients et par l'expansion des cas d'usage et des volumes chez les clients existants. La cohérence, la direction avait promis une accélération de l'ARR logiciel lors des trimestres précédents. Ils ont livré des résultats spectaculaires. La croissance de l'ARR de la plateforme est passée de 16% à 33%, puis à 49%. Ils ont également tenu leur promesse de combler l'écart de valeur dans la tarification des scores. Ce qu'il va falloir noter pour les points de surveillance pour la future, donc la crédibilité, bien évidemment, elle est élevée. La direction donne systématiquement des prévisions prudentes et les dépasse. La décision d'exécuter le plus grand rachat d'actions de l'histoire de l'entreprise, 605 millions, à des prix records, signale une immense conviction interne. Les points de surveillance, la croissance de l'ARR plateforme et NRR plateforme doit rester supérieure à 120%, croissance des revenus d'octroi de prêts hypothécaires. Les seuils d'alerte, ce serait toute perte confirmée de volume de prêts hypothécaires conforme au profit de VantageScore. Donc, notez bien au profit de VantageScore, parce qu'il peut y avoir une baisse du volume des prêts hypothécaires juste par des conditions de marché
mais sans que ce soit par rapport au VantageScore. Là, ce qui va nous intéresser, c'est par rapport au VantageScore. Est-ce que le VantageScore va venir bouffer les parts de marché de FICO ou pas? Et il va falloir surveiller le NRR de la plateforme tombant en dessous des 115%. Là, ce sera problématique. Donc, excellent quarter de la part de FICO. Si on va valoriser ça, alors on va aller prendre le free cash flow. On a un free cash flow actuel de 893 millions de dollars. Si on vise une croissance de 20% par an, ils ont guidé plus, mais on vise 20% par an, 27%, enfin 27 de price sur free cash flow, on trouve du 20 ici. Donc du 27 de price sur free cash flow pour une croissance à 20%, c'est tout à fait correct selon moi. Historiquement, c'est quand même une boîte qui se paye assez cher. Ok. Alors, on va mettre le price sur free cash flow. Je vais me mettre en annuel. Si on se met sur les 10 dernières années, ça se paye 35 fois le free cash flow. Les 20 dernières années, 21 fois. Et ce qu'il faut noter ici, c'est qu'à partir de 2000, entre 2007 et 2018, changement de business model, c'est là où l'entreprise est devenue un mastodonte ultra rentable, que tout s'est accéléré pour l'entreprise. Donc on ne peut pas aller au-delà parce que ce n'était pas représentatif du business comme le business de FICO est aujourd'hui. Donc si on prend ça en compte, on se met à partir de 2017 à peu près, eh bien ça nous donne une médiane à 35. Okay, je trouve ça cher de payer 35 fois le business. Moi je trouve qu'en mettant 27, c'est pas mal, c'est le deuxième plus bas. Enfin on a le 26, on a eu 27. C'est tombé à 21 en 2022. Donc on va voir ce que ça va donner, mais 27, ça me semble cohérent. De toute façon, on peut même mettre 25 si on le souhaite. Et à 25, on est à 18% de CAGR. Ça nous fait une fair value autour de 1300 $. Si on se met à 27, ça nous met une fair value autour de 1400 $. Moi, je trouve qu'en dessous de 1400 $, c'est une bonne opération pour FICO. Et en dessous de 1000 $, c'est globalement une très bonne opération pour FICO. Parce qu'on a eu des résultats là très intéressants. Et pour le moment, on n'a pas de signe que le VantageScore leur prenne des parts de marché et qu'ils sont en train de perdre leur business. Donc, envoyez-moi sur Instagram en message earnings directement dans ma boîte. Abonnez-vous, envoyez-moi ça en message. Vous avez le lien de mon Instagram dessous pour que je vous envoie le dossier sur les géants de la tech et leurs earnings. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces earnings. Quelles sont les boîtes que vous surveillez en priorité? Est-ce que vous vous êtes positionné? Est-ce que vous en avez profité grâce à ces earnings ou pas? Est-ce que vous aviez imaginé des choses différentes? Dites-moi un peu ce que vous avez trouvé via tout ça, qui n'aurait pas été dit dans la vidéo. Ça pourrait être intéressant d'en parler et de partager ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu pour référencer la vidéo au mieux. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!